comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné. Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, la situation est vraiment sérieuse. Attention au changement de discours que la Russie va adopter à partir de maintenant. Écoutons ce qui suit. Passons à l'audio. En parlant de l'année 2025, le régime de Kiev a mené une attaque terroriste en utilisant le 91e drone d'attaque à longue portée. Selon ce que rapporte Sergueï, Lavrov accuse l'Ukraine d'une prétendue attaque. Cette attaque aurait visé la maison de Vladimir Poutine. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir lancé 100 drones contre la résidence présidentielle de Vladimir Poutine. Cela s'est passé à Novgorod. Dans cette zone, regardez, dans cette zone, il y aurait soi-disant une maison de Vladimir Poutine, et donc c'est là que 100 drones auraient été lancés. Kiev en Ukraine dément et accuse Moscou de préparer une attaque. Cela pourrait être une sorte de piège, disons. Dans la déclaration explosive qu'il fait, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, assure qu'ils vont réagir. Lavrov affirme que l'attaque signalerait la transition finale de Kiev vers le terrorisme d'État. C'est pourquoi Moscou aurait révisé sa position de négociation. Et il propose une réponse ferme, c'est la narration, n'est-ce pas? C'est l'approche que la Russie va vouloir adopter maintenant. Cependant, lorsqu'on vérifie quels sont les rapports du ministère de la Défense, eux, ils ont la liste des drones qui sont entrés en Russie et qu'ils ont rendus publics. Eh bien, cela contredit totalement la version officielle. L'attaque ou les attaques survenues. Oui, il y a eu des attaques contre la Russie, mais ce n'était pas Nemogrod ou Novogrod, c'était directement dans cette zone. À Belgorod, n'est-ce pas? C'est ici que ces attaques ont eu lieu, qui, soi-disant, selon le ministère de la Défense, n'étaient bon que 41 drones qui, selon eux aussi, ont été interceptés pendant cette nuit. De hier à aujourd'hui, non? Vladimir Zelensky a aussitôt nié l'accusation, affirmant que la Russie prépare une attaque contre des bâtiments gouvernementaux à Kiev. Comment Zelensky le sait-il? Parce qu'ici, il y a déjà une série de mouvements qu'ils observent sur différents comptes et sur les réseaux sociaux. Ils montrent qu'il y a déjà un ordre d'attaquer des bâtiments gouvernementaux. C'est-à-dire que, fondamentalement, ce qu'ils font, c'est inventer le prétexte qu'ils vont attaquer des bureaux du gouvernement ukrainien. Ils diront « C'est vous qui avez lancé des drones contre la maison de Vladimir Poutine. » Comme si quelqu'un allait gaspiller ça sur cette maison, alors que tu sais que ce sont des forteresses incroyables et que, eh bien, Poutine, on ne sait même pas où il est, dans quel bunker il se trouve, n'est-ce pas? Donc évidemment, ici, il y a un récit qui se construit, n'est-ce pas? Cet échange d'accusations montre bien que la paix est encore loin. Cela pourrait aussi servir de prétexte pour éviter tout accord. Avec ça, eh bien, tu sais qu'il n'y a pas d'accord. Au revoir. Tout ce qui a été discuté avec Trump n'a plus de validité, le sujet est clos. Non? La même stratégie que monsieur, vous ne vous rappelez pas celle du ministre des Affaires étrangères, surnommé Monsieur Non à l'époque de l'Union soviétique. Cette narration est-elle encore utilisée aujourd'hui? D'abord, tu fais comme s'il y avait un dialogue de paix, tu l'étends autant que possible. Et quand tu es sur le point de parvenir à un accord, tu fais quelque chose pour que cette négociation prenne fin et qu'on recommence à zéro. À zéro? Et ainsi, tous les 6 mois, chaque année, aussi longtemps qu'il le faut, et pendant ce temps, tu occupes un tas de pays. Pourquoi faire pour qu'ils ne fassent rien ou pour qu'ils arrêtent d'envoyer des armes à l'Ukraine? C'est juste stratégique, non? Alors, attention, il va y avoir des changements sur ce sujet, évidemment, c'est ce qui arrive maintenant. Un autre sujet qui attire aussi l'attention et qu'il est important de prendre en compte, c'est qu'il y a de plus en plus d'images de ce qui se passe là-bas. En Iran, on observe des policiers et motorisés qui arrivent en masse. Les gens qui manifestent se mettent là, dans les rues, évidemment pour ne pas les laisser passer. Beaucoup de personnes sont arrêtées, malheureusement, et nous savons ce qui leur arrive. C'est une situation terrible qui se vit en ce moment là-bas en Iran.
On commence aussi à voir plus d'images de ces affrontements, des gaz lacrymogènes, etc., qui ont lieu entre les manifestants. Attention parce que les protestations prennent déjà une tournure très grave. Dans les slogans, ils disent « mort au dictateur », n'est-ce pas ? C'est déjà en train de devenir un mouvement qui n'est plus seulement lié au travail, mais qui apparemment est maintenant totalement contre le régime, n'est-ce pas ? Regarde, voici le jeune homme arrêté là, immobile, n'est-ce pas ? Là, il y a les motos, voyons si on peut les voir plus tard. Là, les motos sont en train de se rassembler. Les motos, là, il y a le jeune homme qui se met là, apparemment dans une tentative de blocage. Eh bien, beaucoup de courageux, là. En Iran, nous ne verrons pas ce qui se passe, mais évidemment, nous savons aussi comment est ce régime. Nous savons comment il attaque ce type de mouvement. Et il faudra donc rester attentif à ce qui va se passer dans les prochains jours. Les forces de sécurité ont attaqué les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Elles entrent aussi avec des motos et il commence déjà à y avoir des images de coups de feu. C'est vrai ? Faites attention à cette affaire. Voici une image publiée par Visegrad 24. Il y a un instant, on entendait ce qui suit. Regardez, regardez. On ignore s'il s'agit de balles en caoutchouc ou d'autres armes, aucun détail, mais leur présence est évidente. Eh bien, il semble déjà que cela concerne des hominidés ou quelque chose comme ça, on ne sait pas exactement. Qui est contrarié depuis un moment. Rien d'autre que le régime a toujours été extrêmement dur envers la population elle-même qui manifeste son mécontentement. Et voilà, les gens sont là, ne voulant pas de changement. Ou peut-être que cette fois sera la bonne, ou peut-être que, eh bien, il ne se passera rien. Nous ne le savons pas, évidemment, donc nous resterons attentifs à cela. Mais il est vrai qu'il y a de plus en plus d'informations sur cette situation, et il semble que cela évolue vers quelque chose de plus. Il y a aussi des images, vous vous souvenez de l'image que nous avons montrée il y a un instant à Gaza, où il y a des inondations ? Eh bien, regardez, ceci se passe en Cisjordanie, ceci aussi en Cisjordanie. Là-bas, dans cette région, il y a, eh bien, plus d'inondations, plus de ce genre de crues. N'est-ce pas ? C'est aussi un sujet important, en plus du froid qu'il fait dans cette région du monde. Eh bien, ces conditions climatiques se présentent, elles sont assez intenses, assez difficiles. Regardez, c'est une des zones, un centre commercial en Iran, on le voit ici. Je veux entendre « mort au dictateur ». Écoutez, ça vient. Bon, là, ils disent « mort au dictateur », non ? C'est une partie de la protestation qu'ils font à l'intérieur d'un centre commercial en Iran. J'insiste, ils sont en train de perdre le contrôle. J'espère vraiment qu'il y aura enfin un changement définitif dans ce pays qui en a tant besoin. Et qu'il soit positif. Que ce soit un bon changement, pas un changement qui crée ensuite plus de problèmes, mais bon, ça fait partie de ce qui se passe en ce moment là-bas en Iran. Eh bien, s'il y a plus d'images, nous les partagerons évidemment plus tard, n'est-ce pas ? Et nous analyserons cette situation. Au fait, c'est aussi bien. Dans ces images qui ont circulé des manifestations, on commence à voir des militaires. On ne les a pas vus agir, mais ils commencent à apparaître. Espérons que cela n'escalade pas contre les manifestations, car cela pourrait devenir préoccupant. On ne sait pas non plus s'il s'agit de militaires, des forces, comment ça s'appelle ? Des forces de l'ayatollah ou de l'armée. Officiel que possède l'armée ? Il s'appelle d'Iran, qui a une armée. Il a une double armée, pas l'armée des ayatollahs. Attendez un instant. Oui, au moins cela a été accompli. Bon, eh bien, nous allons nous préparer. Voyons si celui-ci nous écoute, et là aussi, il nous aide avec la caméra. En attendant, voici cette image. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, il y a une réunion entre Netanyahou et Donald Trump, un sujet dont nous vous avions parlé. Donald Trump termine l'année en rencontrant hier Zelensky et aujourd'hui Netanyahou. Écoutons Trump. Monsieur le Président,
l'un de nous de Channel 12 News. Quels sont vos plans concernant Gaza pour les 2 prochaines semaines? Nous allons nous occuper de Gaza, c'est pour cela que ce très grand Premier ministre est ici en ce moment. Nous parlons de Gaza et de bien d'autres sujets. Nous avons environ 5 sujets majeurs dont nous discutons, et Gaza sera l'un de ces sujets. Eh bien, nous discuterons de nombreux sujets, dit Donald Trump à propos de cette réunion qu'il a avec Netanyahou. Netanyahou n'aborde pas encore le sujet à ce moment-là. C'est un peu comme ce qui s'est passé hier avec Zelensky. Qu'ils sortent d'abord se présente de manière très générale. Mais ensuite, on parlera de ce qu'ils vont discuter. Évidemment, ils vont parler de Gaza, mais ils parleront aussi de l'Iran. C'est probablement le sujet principal pour lequel Netanyahou se rend aux États-Unis. Du moins, c'est ce que l'on pense, car il devrait soi-disant donner un avertissement concernant une prétendue préparation de l'Iran pour une attaque. L'Iran a besoin d'une issue à cette crise interne que nous voyons. Il a besoin d'un prétexte pour aider la population à se calmer un peu. En ce moment, il y a une énorme crise interne, et peut-être qu'une guerre ou une situation extérieure pourrait donner un répit au régime des ayatollahs. C'est pourquoi il faut aussi être attentif aux réactions possibles d'Israël, aux réactions possibles des États-Unis face à ce sujet. La soi-disant stratégie de pression maximale des États-Unis, qui a commencé au moment où Trump est arrivé, semble avoir porté ses fruits, semble donner des résultats. Je ne sais pas si, voyons, celui qui a de la mémoire, mais au début, le premier mois ou les 2 premiers mois de Trump. Ici, nous vous avons dit qu'à ce moment-là, jusqu'à ce point de la stratégie, il semblait qu'elle donnait de meilleurs résultats. En ce qui concerne la mise sous pression, parce que vous voyez bien qu'il a commencé avec les tarifs douaniers contre tout le monde, et il a commencé à mettre la pression de tous les côtés. Je vous disais, la seule région du monde qui a réellement eu un effet négatif sur son économie, c'était l'Iran. Vous vous souvenez? Quand l'inflation a atteint 200. À ce moment-là, ils étaient sur le point de basculer. Avec la pression de Donald Trump, l'inflation a explosé. Et à partir de là, c'est devenu le cauchemar de l'ayatollah, n'est-ce pas? Ils ont traversé le pire pour leur monnaie. Il y a quelques jours, le rial a de nouveau chuté. Là-bas, iranienne, n'est-ce pas? Et en plus de cela, en plus de la chute de la monnaie, qui génère une inflation encore plus forte que celle qu'ils ont déjà, il y a le blocus pétrolier. Donc la situation pour l'Iran est vraiment très difficile, et je vois mal comment cela pourrait se résoudre rapidement. Passons à ce qui se passe aux États-Unis, où il y a des coupures de courant assez étendues. Allons dans le détail. Regardez, il y a déjà 383 000 personnes qui subissent actuellement des coupures de courant aux États-Unis, dans différents États. Là, on parle du Michigan, de New York, qui sont les 2 États avec le plus de coupures de courant, mais aussi de la Pennsylvanie, de l'Ohio, du New Hampshire, de la Géorgie, du Texas, de la Virginie, qui ont connu des coupures assez sévères. Nous allons actualiser Power Ouch pour voir le nombre, ça a déjà augmenté, déjà. Les coupures de courant sont montées à 395 000 clients, ce qui équivaut à peu près à entre 1,5 et 3 millions de personnes touchées par des coupures aux États-Unis. Un sujet qui reste un problème et qui est lié au phénomène climatique qu'ils vivent en ce moment, là-bas aux États-Unis. Regardez simplement, juste pour vous donner quelques détails impressionnants sur ce qui se passe en ce qui concerne la partie climatique. Et allons aussi dans le détail de ce qui arrive. Mais attention à ce qui se passe là-bas aux États-Unis. En ce moment, il y a de quoi bien calculer l'effet que cela génère. Il y en a 9000. 9000 vols annulés. 9000 vols annulés rien qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que ce phénomène frappe vraiment fort. Alors allons dans le détail, n'est-ce pas? C'est une tempête hivernale qui touche le nord-est des États-Unis. Comme vous pouvez le voir, toute cette zone, c'est là que ça frappe, et il y a énormément de population qui y vit. Évidemment non. Donc, les conditions et ce qui arrive pour le Mexique aussi, évidemment. Nous allons en parler maintenant pour le sud de l'Amérique et l'Europe, puisque nous sommes en pleine discussion. Mais attention, d'abord nous commençons avec ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas? Et ensuite nous parlerons de ce qui arrive.
La tempête a paralysé le nord-est des États-Unis, provoquant des états d'urgence, des aéroports fermés et des routes bloquées. La tempête hivernale à progression rapide a frappé le nord-est des États-Unis entre hier et aujourd'hui. Eh bien, en fait, ça a vraiment commencé à frapper fort depuis le 27, n'est-ce pas? D'après John Fitzgerald Kennedy LaGuardia, Newark, considéré comme essentiel pour les routes nationales et internationales, des compagnies aériennes comme American Airlines, United, JetBlue et d'autres ont dû activer les changements sans pénalité, parce qu'il y avait trop de problèmes, n'est-ce pas? Au Nevada, les pluies et les chutes de neige ont été intenses, jusqu'à 25 cm de neige. Par exemple, à Syracuse, Long Island et Central Park à New York, ils ont relevé 11 cm. Ce serait leur plus forte chute de neige depuis 2022. À cette époque, les autorités de New York et du New Jersey ont déclaré l'état d'urgence et ont demandé d'éviter les déplacements. Et ils ont déployé des équipes pendant la nuit pour dégager les autoroutes. Pour lutter contre le verglas. Le verglas est une condition très difficile pour la circulation, n'est-ce pas? Aussi. Eh bien, face à cela, l'effondrement du trafic aérien a cédé la place au système ferroviaire chez Amtrak, dans le New Jersey, également chez New Jersey Transit, et ils ont appliqué des restrictions opérationnelles avec une réduction de la vitesse et des horaires modifiés sur les routes. Des interdictions temporaires ont également été imposées aux véhicules commerciaux. Par exemple, le New Jersey et la Pennsylvanie ont déjà affecté la logistique et retardé les livraisons sensibles qui n'arrivent pas en raison des conditions actuelles. En ce moment, l'océan Atlantique connaît également ce que les météorologues appellent une recongélation nocturne. Les autorités ont pu, attendre qu'on leur donne une nouvelle date de vol, ce qui n'a pas encore été fait, car on ne sait pas exactement quand les conditions de vol seront réunies. Pas sûr. Cet événement clôt l'année avec un épisode climatique extrême aux États-Unis. Et ce qui vient ensuite, c'est ce qui va suivre. Vous allez voir comment la question des températures va évoluer. Nous voyons l'image d'aujourd'hui où ce front que nous observons s'approche. Il se rapproche du sud des États-Unis. Et d'ici au 31, il sera déjà très étendu vers l'ouest et vers l'est. Mais pour le 31 exactement, nous allons voir des conditions de grand froid dans cette zone. Voyons si nous pouvons nous rapprocher de cette partie du sud, oui, où nous allons voir. Des températures froides, surtout pour les 30 et 31, peut-être pas de gelée, mais oui, il fera très froid dans différents points, du Texas, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, de la Californie, de l'Alabama, de la Géorgie, ou partout. Pas partout. Le sud, même la Floride, qui est l'état du soleil, quand il fait des températures aussi basses que 6 degrés, c'est froid. N'est-ce pas? Pour cet état, le nord est donc encore pire, non? Et nous parlons par exemple que dans le nord du Wisconsin, ils vont avoir des températures de moins 21 degrés, Celsius soit 31 en Fahrenheit, pour les amis qui nous regardent là-bas. Aux États-Unis, ce serait moins 6 degrés Fahrenheit. Oui, il fait vraiment froid. Et pour le nord. Par exemple, au Minnesota, on parle de moins 27 degrés moins 27 degrés Celsius, et en Fahrenheit, ce serait moins 16 degrés Celsius. Eh bien, il fait déjà un froid terrible, non? Et pour ces régions, on s'attend à une accumulation de neige. Nous allons voir l'accumulation de neige d'ici la première semaine de tempête de 2026. Oui, quelle sera la première semaine? Comment ça va se passer d'aujourd'hui jusqu'à la première semaine? Si vous regardez bien, nous allons voir. Jour 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, n'est-ce pas? Ce serait la première semaine, c'est la première semaine aux États-Unis. Concernant la neige, même à Ciudad Juárez au Mexique, il pourrait y en avoir un peu. Vers ces dates-là, oui, et ensuite la semaine suivante, la deuxième semaine de janvier. Les chutes de neige vont encore s'étendre beaucoup plus vers le sud, mais je ne vais pas trop m'avancer, restons-en jusqu'au 7. À voir, n'est-ce pas? C'est plus ou moins dans ces états, comme l'Arizona. Regarde, dans certains endroits avec des montagnes enneigées, surtout à certaines altitudes, il va y avoir des chutes de neige, n'est-ce pas? Bien que cela paraisse vaste, cela touche principalement les sommets et zones élevées. C'est-à-dire, il va faire froid. Oui, il va faire froid. Il n'y aura pas encore de très grosses chutes de neige. Mais à l'est, là, il y aura plus de neige et ce sera plus intense. Pennsylvanie, New York, etc. S'il neige déjà, imaginez les prochains jours, mais pas encore au Mexique.
Que se passe-t-il en ce moment et qu'est-ce qui arrive dans les prochains jours ? Pour commencer, il y a un événement de vent du nord en ce moment. Nous allons voir en détail comment cet événement se présente, n'est-ce pas ? Et comment cela affecte le Mexique et vers les États-Unis. Regardez, depuis le nord-est des États-Unis, on observe et on vit actuellement des situations de vent. Eh bien, regardez, près du niveau d'un ouragan, C'est-à-dire, on n'atteint pas les 120 km, mais presque, c'est-à-dire 100 km par heure. Les vents sont à leur intensité maximale en ce moment dans certains endroits des États-Unis, par exemple dans les villes des Grands Lacs, n'est-ce pas ? Dans tout le nord-est des États-Unis, des vents très violents soufflent sur la côte nord-est et s'étendent jusqu'au golfe du Mexique. Un front du nord entre déjà dans le pays en ce moment. C'est un front du nord assez intense. Non, il n'atteint peut-être pas les 100 km. Mais regarde le rapport que j'ai ici du service météorologique national, c'est-à-dire le service météorologique national mexicain. Il dit que les rafales peuvent effectivement atteindre les 110 km par heure, il dit. Il y a un événement de vent du nord où le vent soutenu est bien de 60 à 80 km par heure, mais les rafales peuvent atteindre 90 à 110 km par heure sur les côtes du Tamaulipas, du Veracruz, ainsi que du Chiapas et de l'Oaxaca dans l'isthme et le golfe de Tehuantepec. Oui, donc, eh bien, ça s'en va là-bas, ce n'est pas encore arrivé à l'isthme, mais ça y va. Regardez comment ce phénomène va progresser vers le sud du pays. Pour ce soir, l'événement sera déjà en train de progresser. Regardez, ici le vent est bien plus fort, avec des rafales atteignant déjà 101-102 km par heure. Voyez ce qu'indique le service météorologique national. 103, 102, eh bien cela génère évidemment de fortes vagues, cela peut provoquer des problèmes électriques, des coupures de courant aussi au Mexique, possiblement avec ces conditions météorologiques, n'est-ce pas ? Et nous voyons comment cela se dirige vers l'isthme et le golfe de Tehuantepec. C'est justement sur la route où il y a eu le problème avec le train, n'est-ce pas ? Ce problème vient-il par là, maintenant ? Quelles sont les prévisions pour les prochains jours, selon ce que dit le service météorologique national mexicain ? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que pour demain le 23, 29 demain, c'est le 30, n'est-ce pas ? Demain, le 30 et jusqu'au 1er janvier, les conditions seront les suivantes. Le lendemain, mardi et mercredi, un front numéro 25 arrive, front inférieur numéro 25 qui va se déplacer du sud-est mexicain ou jusqu'au sud-est mexicain vers la péninsule du Yucatan, provoquant des pluies fortes et très fortes dans ces régions, les pluies les plus intenses. Regardez comment ça va être, vers Veracruz, vers Los Tuxtlas et Olmeca, et Tabasco jusqu'à 150 et 250 millimètres de pluie. Beaucoup, 250 millimètres de pluie, c'est une grande quantité d'eau pour ces 2 jours, mardi et mercredi. Alors, attention aux pluies qui arrivent sont pour Veracruz, pour Tabasco aussi. Aussi vers la région de Papaloapan, vers Tehuacan, Puebla, la Sierra Negra, toute cette zone, Tehuacan, Sierra Negra et toute cette zone. Oaxaca et Chiapas, jusqu'à 75 à 150 mm de pluie. Oui, voyons bien l'accumulation d'eau. Comment ça va être ici dans cette partie ? Mais attention, regarde, ici, là on voit, plus ou moins. Mais on va le voir jusqu'au jour 1. C'est cette zone, c'est la zone où le sujet des pluies sera le plus actif. Et Veracruz t'empêche, Quintana Roo aussi avec de fortes pluies. Au fait, eh bien, voilà. Vers la Basse-Californie du Sud, vers Hidalgo et vers Tlaxcala, on attend aussi des pluies, mais moins intenses. Oui, entre 5 et 25 mm, ce qui représente tout de même un peu de pluie. L'événement du Nord, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, il va se maintenir. Il va y avoir plusieurs événements du Nord pour demain, et après-demain aussi, il semble qu'il y aura un événement du Nord. Des vents atteignant 110 km/h actuellement. Les vagues, par conséquent, pourraient atteindre sur les côtes du centre et du sud de Veracruz entre 3 et 5 mètres de hauteur. Les vagues à Tamaulipas atteignent 2,5 à 3,5 mètres, n'est-ce pas ? Alors, soyez attentifs à ce sujet. Le climat est vraiment fou ici au Mexique, surtout en Basse-Californie du Sud, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán et Guerrero. Ils connaîtront des températures très chaudes, entre 35 et 40 degrés en plein hiver.
En même temps, il y a aussi des zones chaudes au Mexique qui restent souvent chaudes à cette période, non? Mais si vous observez toute cette zone, toute la partie de la côte pacifique va continuer à avoir très chaud. Les températures minimales toucheront Chihuahua et Durango, avec même des valeurs négatives. Dans les montagnes, jusqu'à moins 10 degrés. Non, dans les montagnes. Oui, il fera également très froid à Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, État de Mexico, Tlaxcala, Puebla et Veracruz. Dans les zones en altitude, il fera très froid, atteignant près de 0 degré ce même jour, mais déjà dans la nuit. Non, il y aura des zones où il fera beaucoup plus froid, surtout dans les zones en altitude, n'est-ce pas? Tenez en compte également. Le 1er janvier, il va principalement pleuvoir en Basse-Californie et en Sonora, mais ça va se calmer dans les autres régions, n'est-ce pas? Donc dès le 1er janvier, tenez en compte, les pluies vont aussi diminuer, donc le temps sera, disons, plus supportable. Ce sera plus agréable. Pour le 1er, n'est-ce pas? Le 1er janvier, de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Oui, les températures seront glaciales dans certaines zones du Chihuahua et du Durango, mais à part ça, il ne fera pas si froid le 1er janvier. Apparemment non, donc ici on le voit, c'est le 1er janvier la prévision qu'il y a. Et si vous regardez, par exemple, ici où je suis à Monterrey, eh bien les températures seraient d'environ 12 degrés Celsius. Les minimales sont plutôt bonnes, non? Eh bien, du moins jusqu'à présent, non, c'est ce qu'on peut observer. Passons à d'autres sujets, non, passons aussi à d'autres thèmes importants. Passons aux commentaires. Comment ça s'est passé? Comment allez-vous? Merci Béatrice Alvarez, comment vas-tu? Tu as été comment? Salutations, hein, il dit. Bonjour, très bon après-midi, comment va Odilia? Comment va Roble? Très bien, quel plaisir de vous voir. Miguel Alejandro, comment vas-tu? Comment as-tu été? Salutations, Carlos Martinez affirme, les négociations russes sont la meilleure stratégie pour gagner. Il le dit, même un aveugle le voit et ne veut pas le voir, non, celui qui ne veut pas le voir ne le verra pas. Salutations Carlos Martinez, comment vas-tu? Comment as-tu été? Quel plaisir de te voir. Merci pour le commentaire. Blanca Violente 1345 dit. En Ontario, nous avons une tempête, aussi de la pluie verglaçante et de forts vents. Salutations jusqu'en Ontario. Et oui, on peut le voir, eh bien, une bonne partie du Canada a aussi sa part de la tempête. Bien sûr, c'est vrai, et merci de nous rappeler qu'il y a aussi une communauté qui nous regarde en Ontario. Parce que parfois, eh bien, ils ne commentent pas autant ou ils ne sont pas aussi nombreux. Je le sais, merci beaucoup de nous suivre là-bas, au Canada, salutations. Désormais, le pays qui nous regarde le plus, ce sont les États-Unis, avec la communauté hispanique qui y vit. Les vilains gagnent déjà de loin, hein? Les États-Unis sont largement premiers, suivis du Mexique en 2e place. Et ensuite, moi, ça se partage entre l'Espagne, la Colombie, et après, ça se répartit dans d'autres pays, non? Mais oui, ça nous a surpris cette année. Oui, on a terminé cette année. On a terminé avec l'année où on nous regarde le plus aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Regarde, rien que celui-ci. Je remercie beaucoup, eh bien, la communauté hispanique qui est là-bas aux États-Unis et qui, eh bien, nous recommande beaucoup là-bas. Et je l'apprécie énormément. Merci beaucoup aussi aux gens qui nous regardent à Mexico et dans d'autres endroits. Je crois qu'ici, c'est là où on nous regarde le moins, ici à Monterrey. Non, je pense qu'il y a très peu de gens ici qui nous regardent. Mais bon, salut aussi aux Régios, à ceux qui nous regardent par ici. Enfin, c'est une chaîne pour tout le monde hispanophone, n'est-ce pas? Ce n'est pas pensé pour un endroit en particulier et, tout seul, ça se positionne naturellement. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de personnes hispanophones qui cherchent des informations. J'imagine. Eh bien, un salut à toute la communauté qui nous regarde là-bas. Merci, comment vas-tu, Rigoberto? Salutations, ici nous avons de très bonnes informations. Merci beaucoup, salutations. Rigoberto, comment vas-tu? Comment Patty? Comment vas-tu? Salutations. Il dit salutations, comment vas-tu, Patrick? Un salut, Moreau. Très bonjour, Olga, comment vas-tu? Salutations jusqu'au Texas, bonjour et merci. Comment vont les choses là-bas? Au fait, en théorie, il devrait déjà faire froid. Maintenant, ce n'est plus juste frais, au moins il devrait faire un peu froid, il dit. La neige s'est accumulée, dit Miguel, sur les isolateurs des câbles des pylônes, ce qui provoque des fuites d'énergie et fait sauter le réseau électrique des grandes lignes. C'est presque certain que c'est ça. Salut Miguel, merci pour l'info. De plus, un commentaire plus haut le mentionne.
Étant donné que la milice fait partie du régime religieux, ces protestations sont dangereuses pour les personnes qui chantent ces hymnes, il dit. Ces deux-là ne tricotent pas de manteau pour un peuple dévasté, ne les croyez pas. Miguel, comment vas-tu, Miguel? Salut, très bien, Rodrigo, comment vas-tu? Très bien, salutations à toi aussi. Qui d'autre est-ce là-bas? Dit-il. D'accord, eh bien, salutations à toute la communauté, merci beaucoup de nous accompagner, dit-il. Que s'est-il passé en Russie? Le clown a-t-il vaincu Poutine? Eh bien, je pense que c'est plutôt un prétexte, rien de plus qu'un prétexte. L'attaque, eh bien, c'est seulement Sergueï Lavrov qui en parle. Même pas son propre ministre de la Défense n'a signalé cette attaque. Ce sont eux qui ont l'information, et ce sont toujours eux qui indiquent en premier où ont eu lieu les attaques. Et cette attaque, eh bien, Sergueï Lavrov l'a tout simplement inventée. Qui, en fait, sert plutôt de prétexte pour rompre toute possibilité d'accord. N'est-ce pas? Ça ressemble plutôt à ça, non? Ça donne l'impression, oui, que ce prétexte est utilisé. Et avec ça, eh bien, il n'est plus nécessaire de donner aucun type d'accord du plan d'action national, ni rien de tout ça, n'est-ce pas? Ça aussi, eh bien, c'est intéressant, non? Eh bien, nous allons rester attentifs à ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas? Dans ce sens-là, ils ne viennent pas non plus. Je veux dire, au final, c'est comme ça. Ça fait aussi partie de ce que tu fais ou des stratégies, non? Au final, comme on dit, la diplomatie, c'est la guerre en cravate. En gros, non, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui se produisent, il y a une double guerre, pas une guerre avec des armes, et une guerre diplomatique, et à laquelle participent l'OTAN, les États-Unis, l'Iran, la Russie, évidemment pas la Chine, et d'autres pays, n'est-ce pas? Oui, c'est aussi une partie de ce que l'on va vivre. Bon, je continue à lire les commentaires. On va rester ici un petit moment, non? Pour continuer à discuter, on a déjà eu un direct auparavant. C'est juste qu'il y a cette nouvelle urgente concernant l'annonce faite par Sergueï Lavrov. Et je trouve ça très important parce que ça donne l'impression qu'il va se passer quelque chose. On dirait qu'il y a un mouvement qui arrive, n'est-ce pas? Donc il faut aussi faire attention à cette situation, dit-il. Voyons, regardons où c'est. Il dit. Verdery, comment vas-tu, Verdery? Il répète les mensonges jusqu'à ce qu'ils y croient. Comme le disait Elona Donald Trump. Tu leur raconteras n'importe quoi et ils te croiront, non, Verdery. Donc il continue, disons, avec cette idée de, oui, peut-être de créer un récit, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce récit devienne réel, entre guillemets. Évidemment, cela fait peut-être partie d'une stratégie dont je vous parlais l'autre jour de ce monsieur appelé le Seigneur. Non. Qui, en vérité, a un sujet, même pour un documentaire. En vérité, le cas de ce monsieur est très intéressant, parce que c'est, disons, le père de Sergueï Lavrov. Sur le plan professionnel, disons, pas en tant que père biologique ou quoi que ce soit. Mais c'est lui qui lui montre comment faire, comment continuer. Comment créer un environnement diplomatique favorable et très agressif envers les intérêts que, dans ce cas, la Russie pourrait avoir. Dans lequel une partie de la stratégie qu'il mentionne est que toute petite faiblesse diplomatique que ce dernier pourrait avoir. Tout pays doit la prendre totalement au sérieux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut la considérer comme absolument non négligeable. C'est-à-dire, non, il ne faut pas faire les choses à moitié en pensant « Oh, essayons de bien nous entendre ». Non, la stratégie n'est pas de s'entendre avec tout le monde. La stratégie est essentiellement de dominer l'adversaire. C'est essentiellement ce que propose ce personnage, n'est-ce pas? Donc oui, c'est vraiment, vraiment fou, mais c'est comme ça qu'il le gère, n'est-ce pas? C'est comme ça que toute cette situation a été vécue depuis un certain temps, non? C'est en quelque sorte une partie du style. Ça fait partie de ce qu'ils ont créé, non? Et ils le maintiennent, n'est-ce pas? Je veux dire, ils le maintiennent, et sûrement nous continuerons à l'observer pendant longtemps. Je ne pense pas que ça va beaucoup changer. Non, mais bon. Continuons à lire. Commentaire. Comment avez-vous vu la fin de l'année d'un point de vue économique? C'est-à-dire, nous voyons comment... Ça m'a surpris.
Ceux qui suivent le sujet, non. Et je sais qu'ils sont déjà plusieurs à suivre le sujet du sujet principal, 500. Oui, c'est très intéressant. Car eux, les 500 entreprises voient quelque chose. Au moins en termes de bénéfices, je ne sais pas si en emploi ou même le bénéfice du dernier trimestre. Je pense qu'il y a autre chose qu'ils voient par là-bas, pas seulement cela, dans lequel ils n'autorisent pas une chute. Vous voyez, non seulement ils sont tout près du maximum historique, voire ils l'ont déjà atteint, mais regardez aussi ceci. C'est un rebond, une correction, puis un rebond, et la correction suivante était plus haute que la précédente. Vous voyez, c'est un mouvement avec beaucoup de volume. Non, je ne peux pas bien le voir ici, mais le volume, regardez, le volume d'achat est énorme. Oui, peu vendent, beaucoup achètent. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, c'est un signal très positif. Voyons janvier. Mais après tant de tiraillements avec certaines stratégies de Trump, au moins cette partie semble au moins plaire aux entreprises clientes, n'est-ce pas ? Il y en a qui aiment moins. Les compagnies ne s'en sont pas si bien sorties, n'est-ce pas ? Ceci en fait entre guillemets, parce que regarde, ça c'est le Nasdaq, ce sont les entreprises technologiques, et là, eh bien, il y a les compagnies, là il y a Google, Facebook, tout elles là. Regardez où en est le Nasdaq en ce moment. En haut, non ? Et pourtant, il y a toute une série de problèmes, que ce soit avec les puces, la RAM et tout le reste que tu veux. Regarde, en plus, il me semble qu'en ce moment, à ce stade, on est à un niveau historique. Oui, on est au maximum. Vous n'avez pas remarqué, Nous sommes en train de le voir en direct en ce moment. Laissez-moi revenir en arrière, car le Nasdaq a une longue histoire. Je ne me souviens pas s'il y a déjà eu un moment où le prix maximum était au-dessus de cela, mais je ne crois pas. Non, nous ne sommes pas au maximum historique, en plein direct. Et je ne m'en étais même pas rendu compte, tu vois comme c'est intéressant. Oui, je suis l'évolution, mais je ne suis pas non plus là toute la journée, n'est-ce pas ? Donc c'est fou. Parce que c'est très intéressant pour une fin d'année, ce n'est pas comme d'habitude. Ils voient quelque chose, ils analysent quelque chose, on va l'étendre autant que possible pour voir jusqu'où ce maximum peut aller. Voilà. C'est aujourd'hui le 29 décembre. Oui, et regarde où c'est. Il ne corrige pas encore, parce qu'il a connu une énorme hausse depuis le 4 décembre. La correction a été minime et Pum a continué à monter, et à monter fortement. Et il ne veut pas, c'est-à-dire il est dépendant, il refuse de corriger. Il continue, il a déjà moins de volume, donc peut-être qu'une correction pourrait arriver dans les prochains jours. Oui, c'est possible, il y a déjà du volume, donc il se peut que... Mais non. Regarde le volume que je n'avais pas vu, celui des achats. Regarde, le volume d'achat. C'est-à-dire des gens qui investissent, c'est élevé, et le volume de vente, il y a peu de gens qui vendent. Oui, si la ligne rouge du volume s'envole, il dit. Ah, Canyon, il commence déjà à le vendre fortement, donc une correction arrivera, mais pas tout de suite. Il n'est pas 1h27, ça va bientôt fermer. Il reste 1, 2, et maintenant ça fait 9 ans c'est élevé. Maintenant les 4 sont terminés. Non maintenant, New York de 27, 3,37. C'est-à-dire, il leur reste 1h30 avant de fermer, et il ne semble pas que ça corrige. C'est-à-dire, il ne semble pas que le prix baisse. Non. Donc, il tient bien là, fort et très haut. Le Nasdaq est très élevé. Il est sur le point de franchir les $100. Non, eh bien, ce sont des signaux intéressants. Non, au moins pas pour l'instant. Il dit. Comment tu vas ? Il dit. L'argent, il a corrigé de 10 hier soir et l'or de 5. Ah, Canyon, allons voir. Je ne dois pas... Ah, Canyon. Très forte, la correction aussi. Très forte, merci, n'est-ce pas ? Voilà, regarde, forte, la correction a été... Ça, c'est l'or. Attention, c'est très bon. Ça aussi, forte correction, ce n'est pas normal non plus, une correction aussi forte. Regardez, il y a déjà eu une correction similaire soudainement et des schémas qui se répètent. Cette correction similaire a eu lieu en octobre. Vous voyez une chute d'à peu près le même pourcentage ? Oui, à peu près. Celle-ci a été un peu plus importante, puis il a fait ça et il est remonté.
Est-ce que ça va s'arrêter là, ici, ici, ça commence à être une mèche. Ce qu'on voit ici, cette petite ligne fine, c'est une mèche. Donc là, il y a des achats. Là, on commence à acheter suffisamment pour faire monter le prix. Qui sait? Qui sait? Regarde, on devrait voir le volume de l'or. C'est un peu différent, parce que l'or n'est pas géré de la même façon. Ou du moins, pas pour moi. TradingView ne m'affiche pas le volume de l'or, j'imagine, parce que l'or ne cesse jamais d'être vendu. En gros, non. C'est-à-dire, ce n'est pas comme d'autres actions comme le Nasdaq, qui ne se négocie qu'à New York. Ici, l'or continue d'être vendu toute la journée. Tous les pays vendent de l'or. Donc le prix fluctue non seulement en fonction des mouvements des États-Unis, mais aussi de l'Asie, de l'Europe, etc. Non, donc là, le volume ne se gère pas de la même façon, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as une autre explication sur pourquoi le volume apparaît comme ça, il dit. Hein? Paix à tous, dit Tony. Comment ça va, Tony? Jusqu'en Espagne et que cette nouvelle année soit spectaculaire. Bonne année, merci beaucoup. Salutations jusqu'en Espagne. Très bien, hein? Quand le dollar baisse, l'or monte, dit Célestial. Hein? L'or? Le dollar a une légère hausse en ce moment. Très légère, mais oui, il a une hausse. On va voir comment ça se passe, comment ça va. Il revient dans notre cas à 18 pesos, n'est-ce pas? On va voir, mais bon point. Oui, il y a une sorte de contrepoids, pour ainsi dire. Non? Bon, écoute, eh bien, je vais vous laisser. Passez une excellente journée. Je ne pensais pas revenir aussi vite dans une autre émission, on allait déjà en faire une autre, mais bon, c'est comme ça les infos, non? Peu importe la date de sortie, il faut en parler, voilà. Ou le plus vite possible, non? Le plus vite humainement possible, dans notre cas, c'est ce qu'on fait. C'est normal de prendre des bénéfices après une telle hausse, il en a besoin, non? Je suis d'accord, c'est normal. C'est ce que j'attends depuis un moment. Non? Qu'il y ait une prise de bénéfice plus importante, mais ce véritable? C'est-à-dire, tu penses qu'il y aura une prise de bénéfice et ensuite que les institutionnels resteront là et continueront à croître? C'est la grande question parce que tu as raison. Je veux dire dans l'or. Si on regarde ce que dit Verdaderine, regardez, vous voyez, ça c'est la prise de bénéfice. Non, de l'institution, non du pays, mais des investisseurs, non, l'investisseur a dit. Écoutez, tout ça a déjà monté, laissez-moi vendre et le prix baisse, non? Et plus tard, ils rachètent à nouveau, non? Mais les pays, les banques centrales et les institutions, les fonds, eux aussi achèteront maintenant, mais ils vont vendre dans 10 ans ou dans 15 ou 20 ans, c'est-à-dire qu'ils ont des plans à très long terme. Donc ceux qui prennent des bénéfices, disons, de façon intra-hebdomadaire ou intramensuelle ou quelque chose comme ça, eh bien ils disent « J'ai déjà investi en septembre, j'ai déjà un gain, ou j'ai investi en mars, j'ai un bon bénéfice, je sors maintenant et ils prennent leurs bénéfices. » Non. Et c'est comme ça, eh bien c'est comme ça. Mais ceux qui sont là pour le long terme maintiennent le prix élevé, donc ceux qui sont là pour le long terme peuvent être ici en train d'acheter à un meilleur prix. Ils diront « Regardez, ils calculent, la correction viendra ici. » Eh bien, alors tu achètes aussi ici et tu mets plus d'ordres de vente dans toute cette zone, non? Bon, on va aussi faire ça. Tout ça, ce sont des calculs, mais bon, ce n'est pas non plus exact, n'est-ce pas? Il peut y en avoir là, et les investisseurs verts sont en vacances, dit Verderi. Regarde, c'est ça, oui, il y en aura sûrement beaucoup en vacances, dit-il. Excusez-moi, je ne vais pas manger dehors. Si je commande une pizza, on ne m'apporte pas de pizza. Je commande un churrasco, on m'apporte de la viande grillée. Bien sûr que j'étais avec les chefs, des experts en préparation. Comment? Carlos, excusez-moi, je ne vais pas manger dehors, hein? Tu manges à l'intérieur de la maison? Tout est bon pour la cuisine? Ou comment ça se passe? Verderie, pardon. Carlos dit bonjour encore une fois ici, il dit avec vous, merci beaucoup, salutations, très bonjour fidèle, merci beaucoup, un grand salut, bon, on se voit tout à l'heure, si c'est nécessaire, eh bien on revient, un grand salut, on se voit tout à l'heure, voyons comment ça se passe pour Atlas. Je crois qu'on l'a mentionné sur l'autre chaîne, j'imagine. Moi non, là sur Pépé Nouvelle, on en parle plus tard. Bon, eh bien, une accolade, à bientôt, hein, à plus tard. Merci de nous avoir accompagnés. Vous êtes sur le meilleur journal d'information hispanophone en ligne. C'est
PP en direct. La vérité est intense, l'insolite authentique. Nous l'analysons ici, avec une perspective globale. Ne reste pas à l'écart. Rejoins la chaîne PP en direct. Ta source principale, PP Allen, d'Astrid Capon. Journalisme, amour et beaucoup de passion. Active l'alerte, ne perds pas la trace. À la prochaine. Appelons la liste, PP en direct. Appelons la liste, PP en direct. Appelons la liste, PP en direct. PP en direct.